Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Pour commencer cette émission, un petit point sur l'actualité de la joaillerie. En ce moment, à Paris et jusqu'au 5 novembre 2017, vous avez l'exposition Médusa, bijoux et tabous au musée d'art moderne de la ville de Paris. Dans cette exposition sont exposés plus de 400 bijoux d'artistes de styles et d'époques différentes. Vous pouvez également aller voir la galerie des bijoux des arts décoratifs où sont exposées 1200 pièces allant du Moyen-Âge à nos jours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Brodbeck avec nous. Bonjour Didier. Bonjour Claire, je suis ravi d'être là et d'être... Ah bah ça me fait plaisir. Donc du coup, juste pour rappeler à nos auditeurs, donc vous êtes un expert de la joaillerie, journaliste, auteur de nombreux livres comme le dernier Tanzanite Born from Lightning et de bijoux. Et vous avez été aussi, si je ne me trompe pas, rédacteur en chef du magazine Dreams. J'étais le fondateur. Le fondateur de magazine. Oui, et puis aussi d'un autre magazine d'horlogerie qui s'appelait Heure Internationale. D'accord. Un des premiers magazines sur l'horlogerie. D'accord. Parce qu'à peu près en 3 mois, il y a eu 3 magazines qui se sont lancés alors qu'il n'y avait rien avant. Ah, c'est fou. C'est fou, oui. Alors il y avait 40 magazines sur les voitures et rien sur les montres. C'est les Italiens qui ont inventé les magazines de montres. Il y en a eu 3 ou 4 ou 5. Et donc, en France, tout le monde, enfin plusieurs personnes ont eu la même idée. Et moi, j'ai créé Heure Internationale. Après, il y a eu Montre Magazine. Et puis, ah oui, voilà. Du coup, c'était un peu le moment où il fallait s'implanter. Et puis, après plusieurs années, un soir, la nuit, je me réveille, je me dis, mais il y a 3 magazines de montres et il n'y a rien sur les bijoux. Ah oui, c'était d'abord le magazine des montres. Okay. Des montres, après, je me dis, c'est pour les hommes. Enfin, ça n'intéresse pas vraiment les femmes. Les montres et les voitures, c'est un peu... Il y a 30 magazines. Comme les magazines de voilier. Voilà, bateaux et choses comme ça. Et je me dis, mais les femmes, il n'y a rien. Enfin, il n'y a que le L. Les magazines de mode, mais rien sur les bijoux. C'est vrai. Donc, je me suis empressé d'aller chercher un nom. Et donc, j'ai déposé le nom A World of Dreams, qui va ne traiter que des montres et des bijoux pour les femmes. Donc, il y a beaucoup de bijoux, beaucoup de joailliers. Ouais, c'était des numéros spécial or, spécial... Alors, il y avait d'abord l'actualité. Oui. On fait 4 numéros par an, 1 par trimestre. Et après, on a fait des numéros spéciaux. Donc, on faisait 6 numéros par an. Un spécial Brésil, un spécial or, un spécial perle, etc. etc. D'accord. C'est comme ça que j'ai rédigé, dirigé ce magazine pendant près de 10 ans à peu près. Ah oui, mais du coup, vous étiez déjà en fait dans les bijoux ou c'est-à-dire, moi, j'étais dans la publicité. Et j'ai eu, j'ai fait la publicité pour toutes les grandes marques, Gervais Danone, Le Sieur, Colgate, et voilà. Et puis à un moment donné, dans l'agence où je travaillais, ils avaient le budget Rolex et le budget de Beer, c'est-à-dire la collective des diamants, les campagnes collectives de diamants. Et donc c'est par ces clients que j'ai été introduit dans les salons d'horlogerie, les salons de bijoux, à Bâle et ailleurs, et je suis rentré dans ce monde que je ne connaissais pas, mais pour la communication. Donc, faire des campagnes pour A Diamond is Forever. Et du coup, comme ça, après, de faire des magazines... Et puis, par le biais de Rolex, j'ai animé des symposiums sur la communication, sur le marketing, et là, j'ai rencontré en Suisse tous les patrons de toutes les grandes marques. Donc, après, c'était... créer un magazine et trouver j'avais les contacts et les gens m'ont dit, ah mais Didier, c'est une très bonne idée de faire un magazine d'horlogerie. Alors il y avait des magazines professionnels, très techniques, très barbants avec les chiffres. Vous vouliez vulgariser pour que ce soit accès à un plus grand public. Un grand public, et amateurs, collectionneurs et choses comme ça. Donc les nouveautés, faire l'histoire de Breguet, l'histoire de Rolex, mais pas
le nouveau mouvement avec le double ressort. Oui, oui, ça intéresse pas. Ça intéresse les collectionneurs, Ah, mais... Et puis il y a les magazines professionnels qui s'adressent aux détaillants, qui vendent les montres. Alors là, il y a tout le côté juridique, le côté réglementation. Et non, pas nous. Ouais, Nous, c'était du rêve. Oui, c'est des visuels, Voilà, de choses donc, extraordinaires. les montres, comme moi, j'achèterais pas un magazine avec le camion Citroën. Mais par contre, s'il y a un concept car, s'il y a un nouveau modèle chez Mercedes ou une Porsche en couverture, Oui. Si on aime les voitures, on l'achète. C'était automobile classique à l'époque. Oui, parce que c'est magnifique. juste beau et on a envie Voilà. d'en savoir plus. Et Et de des choses qu'on regarder. ne pourra jamais peut-être s'acheter, mais au moins les voir. Ah ben oui, on n'est pas obligé de tout avoir. Voilà. Donc, c'est le principe de rêver, d'ailleurs. voilà, c'était du rêve, on vendait du rêve. Les magazines de mode montrent les collections. Toutes les femmes qui les achètent n'ont peut-être jamais acheté une robe Dior ou Saint-Laurent, ou alors du prêt-à-porter. Ou alors en seconde diffusion, en prêt-à-porter ou en seconde main. D'accord. Et du coup, après, en fait, vous êtes lancé dans les livres. Alors, j'ai écrit en même temps, j'ai écrit des livres sur l'horlogerie. Un livre sur l'horlogerie Made in France, un livre sur Abraham Loubreguet. Il n'y avait jamais eu de livre qui racontait la vie d'Abraham Loubreguet, qui est le plus grand inventeur d'horlogerie. Hein. Donc, j'ai fait pour une maison suisse un livre. Et puis après, je me suis amusé à faire des livres pour des clients qui trouvaient l'idée intéressante que c'était mieux de faire un livre qu'un catalogue. Bah, c'est vrai que... Parce que les catalogues, vous les jetez au fur et à mesure. Les livres, vous les mettez... Ou alors, il n'y a que les collectionneurs qui les gardent, mais ça encombre. Et puis j'ai fait aussi un des premiers, c'était Le diamant dans tout son éclat, qui est un livre de vulgarisation assez drôle. D'accord. Avec, bien sûr, pour De Beers. Oui. C'était un livre très facile à lire, il y avait des petits jeux à l'intérieur. Ah, c'était pas que de la technique. Comme ça, on apprend des choses. Plus ludique, voilà. D'accord. Et pour tout ça, quelles sont vos sources d'inspiration? Comment vous vous dites, tiens, je vais faire là-dessus? C'est-à-dire de trouver un créneau auquel les gens n'ont pas pensé. Oui, donc, c'est ça. C'est d'abord le dernier, voilà. La tanzanite, j'ai découvert aux États-Unis il y a 30 ans, hein, il y a 20 ans, puisque ça a été connu aux États-Unis et en Afrique, c'est tout. Et en France, on n'en voyait pas du tout. J'avais fait un numéro spécial avec de la tanzanite de Dreams, avec les créateurs américains. Puis après, je ne comprenais pas que chez Van Cleef, chez Cartier, et tout ça. Puis, depuis 4 ans ou 5 ans, on en voit beaucoup. Donc, j'ai contacté la Tanzanite Foundation en disant, on en voit beaucoup, mais les gens ne l'achètent pas forcément. Oui, parce qu'il y a toujours un peu une espèce de crainte. C'est pas donné, c'est pas donné. Oui, voilà. Mais c'est beau en même temps. C'est très très beau, mais le vendeur de la boutique Chanel ou la boutique Van Cleef, s'il vend un bijou en diamant, il peut le vendre en 5 minutes. Oui. S'il doit vendre un bijou en tanzanite, la personne dit « qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas ». Il va passer 1 heure à lui expliquer que c'est rare, que c'est 1000 fois plus rare que le diamant, que dans 15 ans, il n'y en aura plus. Voilà, donc c'est difficile à vendre. Parfois, les grandes maisons, elles ont un peu une ligne à tenir et elles n'osent pas trop en déroger parce que... c'est surtout les vendeurs qui freinent. Les grandes maisons, elles aiment bien faire... Alors, maintenant, elles sont à la recherche de produits extraordinaires que les autres n'ont pas. Oui, c'est vrai que maintenant, voilà, il y a ça. Donc maintenant, Dior, Victoire de Castellane, qui supervise toute la joaillerie Dior, adore les opales. Elle s'est lancée dans l'opale. On a vu des reportages partout dans le monde entier. Les gens qui sont dans le métier se sont dit, ça y est, maintenant. Ça y est, c'est parti, puisque c'est Victoire, parce qu'on la connaît bien, que les gens regardent tout ce qu'elle fait. Oui, alors qu'avant, c'est vrai que l'opale, c'était considéré comme la pierre des Américains, un peu... Oui, enfin, il y a même des légendes comme quoi ça portait malheur, enfin bref.
Ah bon? Oui, c'est pour ça que personne n'y touchait. Enfin, Puis, il y a plein de sortes différentes ah oui, d'opales, alors donc il y a l'opale c'est noire qui est la plus chère qui vient d'Australie, l'opale d'Éthiopie, l'opale blanche, et bon, voilà. Oui, avec des patchworks un peu Ouais, différents, voilà. Mais donc il y a pour, beaucoup de choses à faire. pour cet ouvrage là, sur lequel on travaille, on ne parlera que de l'opale noire provenance Australie. D'accord. Voilà. Parce que Oui, histoire de de viser très haut l'image la plus extraordinaire. l'honneur Et de l'opale, parce que et de toute façon, sinon, c'est un peu puis long. ça peut coûter beaucoup plus cher que le diamant, hein. Quand Oui. on arrive à des opales dans lesquelles vous avez un point rouge, ça augmente encore. Ouais, magnifique. Ça devient... J'espère qu'il y aura beaucoup de visuels. Ah ben, comme dans Oui. le même concept que la tanzanite. D'accord. Donc, Voilà. du coup, ça veut dire que vous allez prendre chez les joailliers. D'abord, je ne prends jamais les bijoux pour des raisons de sécurité. Non, non, mais les photos, Ah bah, c'est eux qui me les envoient. D'accord. Oui, Moi, je ne peux pas faire une photo. C'est Oui, compliqué, oui. une photo de bijoux. Il faut des spécialistes. Et puis, emprunter les bijoux, Oui, c'est il y trop a des dangereux. problèmes d'assurance. Bon. Donc, je demande, vous voulez être dans le livre? Vous Vous envoyez des la photos comme photo. ci, comme ça, haute def. Voilà. D'accord, parfait. Mais du coup, vous, alors, quel est le dernier livre que vous avez lu sur les bijoux? Vous savez. Bah, c'est-à-dire, moi, je regarde le dernier, c'est le livre qui a été fait pour la Fashion Week sur la nouvelle collection Piaget. D'accord. Et ils ont Et fait qui un livre raconte aussi un peu l'histoire de Piaget. Il y a toujours un peu, mais en fait, c'est le thème, parce que maintenant il y a des thèmes, c'est le soleil. Ils ont fait 3 collections magnifiques, inspirées du soleil levant avec des lumières particulières, du soleil de midi et du soleil couchant. Et donc, les pierres ne sont pas les mêmes, les bijoux sont plus, le matin, plus lumineux, à midi, ils sont encore plus brillants, et le soir, ils sont plus dans des orangés, des couleurs comme ça. Ils ont fait un bouquin qui est exceptionnel pour cette collection. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, parmi tous les bouquins qui existent, c'est lequel que vous avez le plus offert, qui vous a le plus marqué? Ben moi, que j'ai fait moi ou... Ça peut être Ah ben vous, non, ça peut être quelqu'un d'autre. celui que j'offre, c'est en général, c'est un livre sur la... Ben, j'ai offert celui sur la gémologie là, qui a été fait il n'y a pas très longtemps, qui est bilingue, et D'accord. qui est assez praticable pour en comprendre les pierres et tout Où ça. du coup, on a le vocabulaire anglais et Alors le c'est très vocabulaire pratique, français. voilà, parce que une page est en français, une page est en anglais. Ah, effectivement, c'est très pratique parce que moi, j'ai étudié la gémologie à Londres et du coup, je connais tout le vocabulaire en Voilà, anglais. alors Et il quand je faut suis se procurer arrivée ce livre-là. à Paris, j'avais du mal à m'adapter au début à comment on appelait en Et là, français. il a quand même plus de 300 pages. D'accord. C'est-à-dire plus de 150 pierres analysées avec leur nom, leur spécificité, la dureté, etc. Et il est très, très facile à utiliser. Ah bah c'est... Donc il y a un bouquin qui est très classique. Et du coup, le titre pour nos Ça doit auditeurs, être c'est Gémologie. Gémologie. Je Ouais. pense qu'on le trouve sur Amazon, Ouais. quelque chose comme ça. ING le distribuait. D'accord. Enfin, moi, c'est là où je l'ai acheté. D'accord. Et est-ce qu'il y a une personne qui a fait naître en vous, qui vous a vraiment motivé dans ce milieu ou pas vraiment, ou Ben, que moi, vous admirez beaucoup D'abord les gens de De Beers, avec D'accord. qui on avait des rapports Avec qui vous extra. travaillez Oui, alors le patron du marketing, beaucoup travaillé, puis on avait des moyens illimités. Ah oui, Puis ça c'est sûr que ça aide. Et puis De Beers voulait faire une famille de D'accord. gens qui travaillaient pour eux. Donc, Oui, de fidéliser vraiment les gens. les gens des agences dans différents pays. D'accord. Donc plusieurs fois par an, ils nous réunissaient avec les gens de New York, avec les gens de Londres, avec les gens d'Asie, avec les gens d'Espagne, d'Italie. Il y avait des bureaux dans les que tout le monde se connaisse. Chacun échangeait ses idées. Donc on avait au moins 2 séminaires par an, qui se faisaient toujours dans des beaux hôtels, dans des endroits fabuleux, et chacun disant « moi j'ai monté telle opération, ça a très très bien marché ». Et puis on s'échangeait et on reprenait aussi l'idée qui avait fonctionné en Australie ou qui avait fonctionné à Hong Kong. Et voilà.
D'accord. Mais la France était un pays enfin un peu pilote, puisque beaucoup des créations pour la haute joaillerie et pour le diamant, etc., étaient faites au bureau de Paris où je travaillais. Moi, je dirigeais l'équipe. D'accord. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des créateurs et de faire des créations qu'on a vues au Japon, en Angleterre. Oui, c'est émouvant. On travaillait avec des grands photographes, on travaillait avec des top modèles exceptionnels. Sympa. Voilà, donc c'est eux qui m'ont mis. Qui se sont dit, ouais, Voilà, vous parce êtes que dit, avant De Beers, j'avais jamais regardé une vitrine de joaillerie, c'était pas mon truc. Hein. Oui, c'est vrai que Voilà. on n'arrive Moi, ce qui pas me plaît, c'est là-dedans par hasard. le marketing. C'est de trouver des idées nouvelles. Oui, J'ai lancé la perle de et Tahiti. de faire en sorte d'émerveiller que les gens... Ah ben, on peut trouver une idée, très bon marché. Quand les gens de la perle de Tahiti sont venus, puis ça ne se vendait pas parce que c'était des perles noires que les gens ne voulaient pas croire, enfin, on ne connaissait pas. Oui, puis peut-être noir, ça a une connotation un peu de malheur. Alors on connaissait dans l'histoire que c'était le seul bijou que la veuve d'un roi ou d'un tsar et tout ça pouvait porter. C'était des perles noires pendant au moins 6 mois, si mes souvenirs sont bons. Du coup, le deuil. Un peu connoter une contrainte. Oui, puis le deuil, ça voulait dire que voilà, c'était pas très agréable. Donc il a fallu gommer tout ça. Oui. Et puis il y a donc ça c'est vraiment Fred. Un travail de rentrer dans la conscience des gens. Enfin, il y avait un navigateur très connu qui était ami des gens de Fred, qui étaient aussi des navigateurs, qui est venu de Tahiti. Ah oui, d'ailleurs, Fred, la manie, c'est pour ça que c'est... Voilà, alors il avait rapporté les premières perles noires de Tahiti. D'accord. Il les a montrées à Fred. Fred en a fait des bijoux, et là, j'avais pu les vendre. Parce que c'était pas le bon moment, en fait. Non, mais personne ne voulait croire que les Japonais faisaient les rois de la planète, avec les perles blanches. Et de voir, alors elles étaient très chères parce qu'il y en avait très peu, et les gens disaient mais non, on ne connaît pas, c'est invendable. Et du coup, oui. Alors les gens de la Polynésie ont appris que j'avais travaillé pour le diamant, sont me dire est-ce que vous ne pouvez pas venir nous aider faire quelque chose pour que ça se vende. Pour que ça se vende et que les gens les achètent. Et alors quel était le processus du coup? Très très peu de budget. De Beers, on avait des budgets illimités. On pouvait faire des soirées, on invitait les stars et tout ça. Là, très très peu. C'est plus compliqué. Il fallait trouver l'idée qui n'était pas chère, enfin, qui pouvait être abordable. Entre, je sais pas moi, 2 millions d'euros de budget, on n'avait même pas 100 000 euros avec la perle. D'accord. C'est le prix de la perle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je me suis dit, je connaissais un peu tout le monde, tous les joailliers de la place. Je suis allé les voir et je dis, je vais faire un livre. C'est un produit français. C'est le seul produit de joaillerie, enfin de matière précieuse que la France possède. On n'a pas de mine d'or, on n'a pas de mine de diamants, oui. Mais on a les perles de Tahiti qui ont été connues à une époque, qui avaient disparu. Et voilà. Je vais faire un livre. Donc j'ai été voir toutes les grandes maisons, Van Cleef, Cartier. Ça. Voilà, on va lancer la perle de Tahiti. Je vous demande simplement pour le livre de faire 4 bijoux. Et pourquoi? Parce que je voulais plein de monde, parce qu'ils n'auraient pas fait plus. Hein. Oui. Non, pour mettre dans le livre, vous faites les 4 bijoux, et moi je vais faire le livre. Et donc le premier livre, on avait peut-être 18 joailliers. Et donc là, on l'a fait en langue française, et on a donné le livre. Alors en plus, l'astuce, c'est que sur la couverture du livre, c'était le bijou du joaillier, et on lui offrait... Et donc on faisait des couvertures personnalisées avec voilà, sur Mauboussin, tout ça. Et on leur en offrait 100 à chacun. Alors on avait multiplié 20 grandes maisons par 100, ça faisait... Ça fait quand même pas mal. Ça faisait 2000 exemplaires, un truc comme ça, qu'on a envoyé à toutes les rédactrices de la planète, qui travaillent Vogue aux États-Unis, Tatler, etc., etc. On a envoyé ce livre à toutes celles qui écrivaient sur les bijoux dans le monde entier. Et elles sont toutes se dire qu'est-ce que c'est que cette perle dont j'ai jamais entendu parler. Et il y a des bijoux chez Cartier, chez Van Cleef, chez Boucheron, chez tout ça. Du coup, tout de suite, ça a pris de l'intérêt. Oui, puis on a fait des expos à Milan, à Bangkok et tout.
Et on était dans les salons. Et ça a pris comme... Alors même au Japon, parce que Cartier avait envoyé le livre dans les boutiques un peu partout, les Japonais ont dit, mais Cartier Japon a dit, mais comment les bijoux là, on les a pas dans nos collections? C'est dingue, oui. Donc ils ont dit, mais on veut ces bijoux là, parce que nous au Japon, la perle, ils adorent les perles, et trouver après 100 ans de perles blanches, enfin une perle nouvelle. Et je sais, parce que j'ai eu les chiffres, qu'ils ont vendu comme des malades. Ça s'appelait la collection La Perla. Et il y avait des colliers. Voilà. Et le bouche à oreille a très très bien fonctionné. Et c'est vrai que après, maintenant, les perles noires, c'est hyper beau et tout voilà. le monde en veut. Alors après, c'est vrai que la femme du président des États-Unis, Mauboussin, a offert à l'impératrice du Japon un bijou avec une perle noire, avec un poisson parce que c'est emblématique, etc., etc. Donc il y a eu plein de choses. Et puis après, on a fait la Biennale des antiquaires, on a fait beaucoup d'opérations comme ça. Mais le début, alors si l'histoire était assez amusante, c'est qu'il y avait, disons, les 18 maisons, et les maisons qui n'étaient pas là, entre autres Van Cleef et Arpels, m'a appelé en disant « mais on n'est pas dans le livre ». Comment ça se fait? J'ai appelé la secrétaire, alors monsieur Arpels, hein, j'ai appelé la secrétaire, j'ai appelé telle personne, depuis le mois de mai, etc. Et en me demandant qu'on me rappelle, « ah bon, mais pourquoi moi, mais parce qu'il y a un barrage ». Oui, bah, moi, je me parlais à M. Arpels. Parce que sinon, ça voilà, serait il vous rappellera. Ben, il ne m'a jamais rappelé. Donc là, on a pris la décision, 3 mois après, d'en faire un nouveau. Et de 18 joailliers, on a ouvert au reste du monde. On avait la preuve qu'on savait faire les choses pas trop mal. Et puis peut-être que d'ici là, il y avait d'autres joailliers qui s'étaient mis à en faire alors qu'ils n'en faisaient pas. On a fait venir des joailliers américains, des joailliers italiens, des joailliers... Donc le livre s'est ouvert et on a fait une deuxième édition. Un peu plus cosmopolite. Après, on l'a fait en version italienne pour les salons en Italie, on l'a fait en version allemande, avec des expositions à la clé, on l'a fait en version espagnole, anglaise, française, voilà. Et chaque fois, avec la couleur de la couverture. Bon, l'espagnol, il était rouge, le français, il était bleu. Mais de toute façon, la perle noire, ça se marie avec tout. Ah bah oui, puis après, on a lancé la perle pour les hommes et tout ça, les bijoux. Je sais, le petit pendentif ou le machin en cuir qu'on met avec une perle. Voilà, donc trouver des idées originales à chaque fois. Oui, et ça, donc du coup, oui, c'est vraiment du marketing. Et parce que vous, en fait, à la base, vous avez fait une école de commerce. Oui, j'ai fait un master à l'INSEAD. D'accord, mais est-ce que pour vous, c'était important ou si c'était à refaire, vous ne le referiez plus? Et en fait, qu'est-ce que maintenant, pour faire la même chose, vous feriez comme formation? Vous feriez la même chose? Non, je ferais la même chose. Moi, la plus belle année de ma vie, ça a été l'année que j'ai passée à l'INSEAD. D'accord. Donc, ouais, c'était vraiment formateur. Intense, et puis on est restés tous groupés. On faisait tous les 5 ans, on faisait un voyage, on se retrouvait tous. Et cette année, c'était... Oui, donc au-delà de ce que vous avez appris en termes techniques, vous avez surtout rencontré des gens. Rencontré des gens, et on ne s'est jamais perdu de vue. Le parent de mon fils partageait ma chambre à l'INSEAD. Là, on a fait les 50 ans, on s'est tous retrouvés en Norvège, puisque c'était le Norvégien qui a organisé le voyage. Et puis là, le prochain, c'est dans 2 ans et demi, parce qu'il y en a qui disparaissent. Alors, on raccourcit les délais. On ira en Angleterre. Et c'est les Anglais qui organisent. Alors, il y a eu les Italiens, maintenant, c'est après les Norvégiens, les Anglais. Et du coup, quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait travailler dans les bijoux, mais dans le secteur journalistique? Qu'est-ce que vous lui diriez Moi, les conseils que je donne à mes élèves étudiants en marketing du luxe, c'est de prendre un billet, d'aller à Hong Kong, de voir comment ça se passe, d'aller à Las Vegas, de voir comment on vend et comment on prend l'argent des gens avec tout le génie. Alors, il faut vraiment prendre des notes. Le marketing de Las Vegas, c'est... Mais où? Dans les boutiques ou dans les... Non, de voir que vous sortez de l'avion, il y a des machines à sous dans les toilettes, vous allez dans un hôtel, il y a un tapis rouge, vous suivez bêtement le tapis rouge, vous vous retrouvez dans une salle de jeu. Dans la salle de jeu,
pour pas que vous endormiez, ils surchargent en oxygène. Oui, et puis ils mettent de la lumière pour que ça soit... Et puis alors, il y a les machines se mettent à sonner, il y a des gens qui viennent photographier. Donc, si lui a gagné, pourquoi pas moi? Et vous allez prendre un petit déjeuner, le petit déjeuner il est pratiquement offert. On vous donne $50 pour vous apprendre à jouer. Ah oui, donc du coup, forcément, on continue Alors, vous, comme après, vous avez appris à jouer au craps ou au backgammon ou tout ça, ben après, ils espèrent que vous allez jouer longtemps et perdre votre argent. Oui. Mais tout dans les petits détails. C'est une vraie école de marketing. C'est moins cher en plus. Oui, c'est sûr. Mais oui, donc en fait, vous préconisez le fait de s'instruire en regardant ah oui, et en allant faire des foires. Il faut faire des foires, il faut aller à Hong Kong voir comment ça se développe, comment c'est démentiel. C'est des vraies écoles. Oui. Voilà. Avec Tucson et... Alors c'est bien d'avoir un beau diplôme, hein, mais non, mais le diplôme, ça vous apprend à travailler, à vraiment. Mais ça suffit pas en fait. Voilà. C'est ça que. C'est très bon pour le networking, effectivement. Mais aussi, ça fait des souvenirs merveilleux. Mon fils a fait l'INSEAD, idem. Et il a fait Paris et Fontainebleau et Singapour. Il s'est fait toute une bande de copains. Alors maintenant, avec les mails, les Facebook et tout ça, ils restent tous en contact. C'est plus pratique. Ils se marient aux quatre coins de la planète. Ils vont tous se retrouver. Ah, c'est chouette. Et du coup, ma dernière question pour finir. Quelle est pour vous votre pierre préférée, la plus extraordinaire? Difficile. Mais... Non. J'ai pas une passion pour les bijoux, j'ai pas une passion pour les pierres. J'aime bien faire la promotion, j'aime bien trouver des idées neuves. Mais il n'y en a pas une ou deux en particulier qui sortent de l'eau? Au début, parce qu'on ne les connaissait pas, j'aimais beaucoup les diamants de couleur. Oui, c'est vrai. Alors, je les ai exposés à la Biennale des Antiquaires. À l'époque, on connaissait 7 diamants rouges sur la planète. Effectivement, c'est pas beaucoup. On avait un diamant rouge. C'était quand la Biennale de Cannes? Je ne sais plus, il y a longtemps. C'était à l'époque où il y avait la Haute Joaillerie de France qui avait 4, ils étaient 5. C'était les 5 seuls exposants, c'est-à-dire Van Cleef, Boucheron, Chaumet, Mauboussin. Voilà. Même Cartier n'en faisait pas partie parce qu'ils avaient créé les Most et les autres trouvaient que ce n'était pas digne de. Oui. C'était les familles. Hein. Ah, maintenant, c'est plus drôle. dans les familles. Les rigolo. Temps ont changé. Mais oui, j'avais des amis qui alors j'ai monté des opérations avec des pierres des diamants bleus. Il y avait un champagne qui s'appelle Heidsieck Monopole et qui a une cuvée qui est diamant bleu. Ça, on en voit très peu des diamants bleus parce qu'on voit pas mal des diamants jaunes, mais des bleus. Oui, les jaunes, on en voit beaucoup parce qu'ils viennent d'Australie. Mais là, j'ai monté une opération avec ce champagne diamant bleu et le baptême d'un diamant bleu à Reims pour les 250 ans de cette maison de champagne. C'est très intéressant. J'ai créé un jeu de loi, j'ai remplacé les oies par des pierres. Ah, c'est extraordinaire. Des diamants, voilà. Ah bon, super, c'était vraiment super intéressant. C'était amusant. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Rubis sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Rubis sur Canapé.